Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Choisissez votre camp. Je reçois ce matin Thibault de Montbrial, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions de terrorisme, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous venez de publier Le sursaut ou le chaos dans la collection Tribune Libre chez Plon. Je vous ai demandé de venir ce matin, évidemment pour parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. Yacine Sali a reconnu le meurtre de son employeur. Toutefois, il minimise son rôle. Il minimise l'aspect terroriste, alors que toute la mise en scène, les drapeaux, la décapitation, parlent d'un acte terroriste sous influence djihadiste. Comment vous l'expliquez? Alors c'est extrêmement intéressant parce que les explications mises en avant par M. Sali pour se défendre, en réalité, nous renvoient très précisément aux vidéos qui se succèdent depuis quelques mois de l'État islamique à destination des jeunes Européens et en particulier des Français, pour les inciter à commettre de tels actes sur le territoire français s'ils ne peuvent pas rejoindre le djihad. Alors ça impacte directement les jeunes qui sont radicalisés et ça impacte également des gens qui peuvent être d'une part radicalisés, puisque c'était quand même manifestement le cas de ce Sali, mais également qui peuvent avoir des difficultés ponctuelles dans leur vie pour commettre des actes auxquels ils n'auraient pas pensé avant et qui sont des actes qui sont un mélange de motivations privées, mais qui sont mus par ce qu'il aurait commandité par l'État islamique. Et je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé juste avant Noël, avec les voitures qui ont foncé dans la foule. Vous vous souvenez qu'en 2 jours, il y a 2 voitures à Dijon et à Nantes qui ont foncé dans la foule. Et on a dit « Ah, mais c'est pas du terrorisme, c'est pas du terrorisme ». Mais c'était 2 jours après une vidéo qui appelait expressément les gens, une vidéo de l'État islamique, à foncer dans la foule avec leur voiture, et ça n'était jamais arrivé. Là, je fais le parallèle. Un salarié qui décapite son employeur, ça n'était jamais arrivé. Non. Qui écrive la prière arabe sur le visage de l'employeur décapité, c'était jamais arrivé. Et qu'il le fasse au nom de l'islam, c'était jamais arrivé. Oui, mais pourquoi il ne revendique pas? Pourquoi Daesh n'a pas revendiqué aussi? C'est les questions qu'on se pose un petit peu ce matin au lendemain de ce meurtre. C'est-à-dire que lui ne dise pas « je l'ai fait au nom de l'État islamique, je l'ai fait au nom de Daesh ». C'est très confus. Ces justifications. 2 choses. D'abord, que l'État islamique ne revendique pas quand il y a des actes comme ça qui sont des actes d'initiative mais qui répondent à l'impulsion de l'État islamique. Il se passe toujours quelques jours avant qu'il y ait une revendication. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément prendre au premier degré ce que dit M. Sali. Il faut quand même se souvenir de la notion de système de défense en droit pénal. Tous les gens quasiment qui se font arrêter de retour du djihad, de retour de Syrie ou d'Irak, disent au juge « Ah, mais moi, je suis parti faire de l'humanitaire, j'ai été très déçu, j'ai eu peur dès que j'ai entendu 3 coups de feu, etc. » Évidemment, c'est humain. Quand ils se défendent, ils essayent de minimiser leur rôle, ce qui permet d'ailleurs à toute une partie de l'intelligentsia qui n'a pas encore bien compris dans notre pays ce qui est en train de se passer, de dire « Ah, mais regardez, finalement, ce sont des victimes, etc. » Je crois qu'il ne faut pas être dupe et faire la part de la réalité de la motivation et du système de défense d'autre part. Parce que certains disent c'est un esprit fragile, ce sont des gens en gros des loups solitaires et qui ne sont pas, qui sont un peu détraqués, quoi. Voilà. Ça relève de la psychiatrie. Exactement. Alors ça aussi, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Ce qui est en train d'arriver à l'Occident et à la France en particulier, c'est quelque chose que beaucoup ne conçoivent pas. Parce que nous raisonnons avec une rationalité, qui est la rationalité que nous avons construite avec un système dont nous considérons qu'il est juridiquement et moralement supérieur, et avec 60 ans de paix. Donc des gens qui se mettent à nous attaquer au nom d'une idéologie fondée sur une religion, qui se mettent à décapiter, qui se mettent à aller tirer dans les rues de Paris à la Kalachnikov, on ne peut pas concevoir. Donc on se dit... On se défend nous-mêmes en disant finalement ce sont des fous. Mais c'est une profonde erreur, ce ne sont pas des fous. Ils nous disent, Valérie Expert, ils nous disent, ces gens-là, à longueur de vidéo, qu'ils nous font la guerre. On ne choisit pas toujours ses ennemis. Ils nous attaquent. Nous aurions bien tort de ne pas comprendre la réalité du phénomène qui est en train d'arriver à notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que Manuel Valls a changé, lui, de position en parlant de guerre de civilisation, ce qui d'ailleurs a provoqué un certain nombre de réactions et de polémiques? Est-ce qu'il a changé? Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez à la tête de l'État une dichotomie entre Manuel Valls, qui nomme les choses, qui avait fait un discours très fort le 13 janvier dernier à l'Assemblée, qui a parlé
parler d'islamo-fascistes, qui parlent hier ou avant-hier de choc de civilisation. Et d'un autre côté, on a un président de la République qui, depuis le début, n'a jamais prononcé le mot d'islamiste, n'a jamais associé le mot d'islamiste au mot terroriste. Et à chaque fois qu'il y a un attentat, il ne parle ni d'islamiste, ni de chrétiens quand les chrétiens sont des victimes, etc., avec une sorte d'autiste qui est d'ailleurs assez inquiétante. Alors, est-ce que Manuel Valls a compris? Est-ce que ça, il faudra voir dans les mois qui viennent les actes. Le problème de Manuel Valls, c'est qu'il a une majorité dont une partie plutôt à gauche est dans une logique qui est une logique multiculturaliste, qui est la logique qui a conduit la France à avoir une véritable explosion du communautarisme, qui est à la base du problème, parce que c'est le communautarisme en France qui a fait le terreau du recrutement des djihadistes aujourd'hui. Donc tout ça est assez complexe. Peut-être, sans doute, M. Valls a bien compris ce qui se passe, mais sans doute est-il aussi un petit peu les mains liées par son aile gauche. Oui, vous dites dans votre livre, on aura été prévenu. C'est-à-dire qu'en gros, cette situation aujourd'hui, on en est responsable parce qu'il y a énormément il y a eu beaucoup de déni, beaucoup de renoncement de la part de la France. Vous savez, j'ai écrit un article en avril 2014 avec Jean-Charles Brizard et le juge Trévidic. À l'époque, tout le monde nous a poliment souri. Ensuite, il y a eu la tuerie de Bruxelles. Là, on s'est mis à s'intéresser à ce qu'on avait écrit. Ensuite, il y a eu Hervé Gourdel. Il y a la proclamation de l'État islamique il y a un an aujourd'hui. Il y a un an aujourd'hui, oui, c'est l'anniversaire de la... Il y a eu les décapitations des journalistes américains. Il y a eu les décapitations des chrétiens en masse. Et puis l'État islamique s'est mis à avancer. Aujourd'hui est en Libye, au large des côtes européennes. Et il y a eu cette croissance exponentielle des jeunes Français qui partent. Donc oui, nous sommes prévenus parce que les messages vidéo qui nous sont adressés sont quotidiens. Alors on peut faire semblant de minimiser, ne pas y croire, mais ce sera une responsabilité historique dans quelques mois de ne pas y avoir cru assez tôt. Le juge Trévidic, justement, ce week-end, disait « La religion n'est pas le moteur du djihad ». Est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que la phrase est sortie du contexte? J'ai lu son interview avec attention parce que je le connais bien et j'étais un peu étonné du titre. Et quand j'ai lu l'interview, ce que dit le juge Trévidic, c'est que les motivations individuelles d'un certain nombre de gens qui partent sont au moins autant l'aventure, la recherche d'une forme d'exaltation que la religion. Mais par contre, la religion musulmane, dans son acceptation sunnite radicale, c'est le cadre qui rend possible tout ça. C'est le cadre qui organise le djihad. Donc que le jeune y aille pour des motivations qui ne sont pas très claires, et ce ne sont pas tous de fins théologues, c'est une chose. Mais que le cadre et l'utilisation de ces combattants ne soit pas religieux, c'est absolument faux. C'est religieux. Et c'est la raison pour laquelle, Valérie Expert, le plus important peut-être aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens en France, les décideurs, les élites politiques, mais aussi intellectuelles, médiatiques, comprennent que ce qui arrive à notre pays, à la base, ça a tout à voir avec la religion musulmane. Les gens qui disent que ça n'a rien à voir se trompent. Attention, ça ne veut pas dire que c'est l'islam dans son ensemble, mais ça veut dire que c'est à partir de la religion musulmane, peut-être dévoyée, que ces gens commettent ces actes. Et donc, il est essentiel d'appeler les intellectuels de cette religion qui, en France, et heureusement c'est la majorité, veulent vivre dans notre système et en paix, de dénoncer eux-mêmes ces comportements. Ce n'est pas à ceux qui ne sont pas musulmans. Et de dire il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser, et donc de refuser d'entrer dans ce problème, c'est se préparer des lendemains encore pire, parce que nos concitoyens qui regardent tout ce qui se passe, on ne peut pas leur expliquer que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ils voient bien, il suffit de regarder et d'entendre. Donc il faut au contraire déminer cette question, mais pour ça, il faut la prendre à bras-le-corps. Oui, mais ça, vous savez que c'est un argument qui est rejeté par un certain nombre de personnes, en disant l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme, et que les musulmans de France n'ont pas plus à se justifier que les non-musulmans. Mais d'abord, c'est historiquement faux que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme. Il y a un intellectuel musulman que je cite dans mon livre qui dit l'islamisme est la maladie de l'islam comme le nazisme a été la maladie des Allemands. Il faut être capable de... Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un intellectuel musulman. C'est très intéressant, je cite dans mon livre un certain nombre d'intellectuels algériens qui, eux, ont connu la folie islamiste avec des centaines de milliers de morts dans les années 90 et qui disent que nous, les Européens, et en particulier les Français avec la force de la communauté musulmane en France, sommes fous de ne pas comprendre ce qui est en train d'arriver et nous prédisent des lendemains extrêmement sombres. Vous faites d'ailleurs le parallèle à un moment avec la Première Guerre mondiale, dans la situation dans laquelle on est dans le livre. Vous dites que ça rappelle effectivement ce qui s'est passé, où on était un peu dans le déni, où on n'a pas voulu voir ce qui était en train d'arriver. Pour deux raisons. La première, c'est que comme on sort de 60 ans de paix, on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Personne n'est habitué
habitués même à la question de la violence, même la violence légitime. Il n'y a qu'à voir ce week-end les déclarations parfois surréalistes sur les mesures de sécurité à prendre sur les territoires. Vous savez que j'en préconise de bien plus vigoureuses. Et puis l'autre chose, et le parallèle qui est très inquiétant, c'est que en juin 14, personne ne pouvait imaginer que 6 semaines après, ce serait la boucherie. Et je pense que, à force en plus de ne pas nommer les choses et de ne pas bien comprendre la gravité de ce qui est en train d'arriver à l'Europe, il suffirait d'une succession d'actes très graves sur un temps très rapproché pour que nous basculions. Et je dois dire que, vous savez, quand le quotidien Le Monde a titré le 12 ou le 13 janvier 2015 que nous avions vécu notre 11 septembre français, je pense que c'est la preuve qu'il n'y a aucune mesure de la gravité réelle qui est prise. Parce que il y a 17 morts, quel que soit le drame, c'est symboliquement odieux, c'est tragique pour les victimes. C'est odieux parce qu'on s'attaque à la liberté d'expression, à des compatriotes juifs, à des compatriotes policiers. Mais on n'en a pas eu 2500 d'un coup. S'il y avait eu la tuerie de Villejuif avec 40, 50, 60 morts dans des églises, déjà l'état d'esprit ne serait pas le même. Et pourtant, ça resterait sans commune mesure. Je pense qu'il faut... Mais là, vous avez le sentiment que les politiques, enfin plus que le sentiment d'ailleurs, c'est ce que vous le dénoncez dans le livre, n'ont pas pris la mesure et ne prennent pas les mesures. Par exemple, on voit qu'en Tunisie, 80 mosquées salafistes ont été fermées. Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire en France aussi, parmi les mesures que vous proposez ? Je pense qu'il ne faut pas prendre des mesures dans l'émotion. C'est-à-dire que ce n'est pas le lendemain d'un attentat qu'il faut prendre des mesures structurelles. Ce qu'il faut, c'est d'abord comprendre la réalité de ce qui nous attaque, ensuite réfléchir sur le structurel. Par contre, ce qu'il faut faire tout de suite, et ça, c'est pas compliqué, ça demande du courage politique, c'est que pour ce qui concerne la protection des sites, là je parle de sécurité pure, tout le monde sait, le général De Villiers, qui est le chef d'état-major des armées, l'a dit au Sénat, tout le monde sait qu'aujourd'hui, nos forces sont exsangues depuis 5 mois. Eh bien, il faut déléguer au privé, mettre la charge de la sécurité à la charge des sites Céveso, ils ont les moyens de payer leur propre sécurité, mais autoriser des gardes armés, mettre des chicanes devant les usines. Il faut accepter la réalité des attaques. Mais partout aussi, là aussi, vous le dites dans le livre, il n'y a pas d'endroit à l'abri du terrorisme. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans l'Isère. On le sait, je fais des analyses de certains attentats qui ont eu lieu. Ce qui s'est passé en Tunisie vendredi le montre encore. Si vous avez des gens armés dans les endroits sensibles, même en civil, même armés dissimulés, ils interrompent beaucoup plus vite la tuerie. Le tueur en Tunisie, il est resté 35 minutes avant d'être abattu. À Copenhague, le type qui est arrivé et qui a ouvert le feu, il y avait des policiers en civil, ils ont riposté au bout de 6 secondes, il n'y a eu que 5 morts. S'ils n'avaient pas été là... Oui, mais on ne va pas mettre des policiers partout. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est d'une part autoriser les policiers et les gendarmes à être armés 24 heures sur 24, même en repos. Ensuite, armer les anciens policiers et les anciens gendarmes, par exemple, pendant 5 ans. Et ensuite, autoriser des sociétés privées, évidemment préalablement choisies en fonction de critères de compétences, à assurer la sécurité d'endroits de cible, ce qui permettrait de dégager des effectifs de police et militaires pour faire autre chose. On est en guerre. Vous êtes en train de... c'est ce que vous dites. Clairement. Mais c'est pour ça qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Très bien. Merci d'être venu ce matin, Thibault de Montbrial. Le sursaut ou le chaos, c'est paru donc chez Plon dans la collection Tribune Livre. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure du journal.